Bonjour les premières 6. Bon, aujourd'hui on est dans un cadre un petit peu plus bucolique, il fait beau, donc on profite du soleil. Je risque d'être interrompue parce qu'il y a 4 enfants qui jouent de l'autre côté du terrain, mais bon, je ferai des coupures dans ce cas-là, vous m'excusez. Alors aujourd'hui l'idée c'est simplement d'écouter. N'essayez pas de prendre en note. On va faire la lecture linéaire numéro 1 de Montaigne. Je la fais à l'oral. Je vous donne les explications nécessaires, etc. Si vous avez des questions, vous me les envoyez sur Snapchat, sur WhatsApp. Et rassurez-vous, dès que l'ENT fonctionnera, vous aurez toute la lecture linéaire bien tapée, tout ça bien propre. Elle est faite. Simplement, pour l'instant, l'ENT ne fonctionne toujours pas. Donc, concernant ce premier chapitre des essais, vous vous souvenez que les essais, c'est un petit peu un texte qui progresse par digression et c'est un texte qui est assez difficile à suivre. Ce premier texte donc, traite en théorie, ce chapitre 31 traite des cannibales. Or, finalement, dans cet extrait, Montaigne ne va pas du tout parler du cannibalisme, qu'il abordera dans un deuxième temps. Il va plutôt s'interroger sur les notions de barbare et de sauvage. Donc ça, on en avait parlé en cours, on avait vu les différentes définitions de barbare et de sauvage. Donc, si vous deviez présenter ce texte à l'oral, vous commenceriez par parler de l'époque de la Renaissance, de l'humanisme, un petit peu rapidement de Montaigne et du genre de l'essai. Et puis ensuite, vous feriez la fameuse lecture du texte, donc, que je vous fais. Il faut avoir suffisamment de souffle parce que les phrases sont souvent très longues. En revanche, quand une phrase est courte, montrez bien que c'est une phrase courte. Ça a son importance parce que généralement, c'est des petites phrases qui sonnent comme des proverbes, des vérités générales chez Montaigne. Donc c'est le texte 1 du premier livre des essais, chapitre 31. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en ce peuple, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas conforme à ses usages. À vrai dire, il me semble que nous n'avons autre critère de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et usages du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, le parfait gouvernement, la façon parfaite et accomplie de se comporter en toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature d'elle-même et de son propre mouvement a produits. Tandis qu'à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. C'est dans ces créations spontanées que sont vivantes et vigoureuses les vraies et les plus utiles et les plus naturelles vertus et propriétés, que nous avons abattardies en ceci et que nous avons adaptées au plaisir de notre goût corrompu. Et pourtant, même notre goût trouve excellente, en comparaison de nos propres fruits, la saveur et la finesse de certains de ceux qui poussent dans ces pays-là, sans culture. Rien ne justifie que l'artifice soit plus honoré que notre grande et puissante mère nature. Nous avons tellement surchargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons complètement étouffée. Il n'en reste pas moins que, partout où sa pureté resplendit, elle fait extraordinairement honte à nos vaines et frivoles entreprises. Et le lierre pousse mieux de lui-même, l'arbousier croît plus beau dans les antres isolés, et les oiseaux chantent plus suavement, sans aucun artifice. Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à décrire le nid du moindre oiselet, son agencement, sa beauté et son utilité, ni même la toile de la chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites par la nature, ou par le hasard, ou par l'artifice. Les plus grandes et les plus belles par l'une ou l'autre des deux premiers, les moindres et imparfaites par le dernier. Ces peuples me semblent donc barbares uniquement dans la mesure où ils ont été façonnés par l'esprit humain et sont encore très proches de leur simplicité originelle. Donc ensuite, vous allez passer au mouvement du texte. Alors,
pour moi, il y a 3 mouvements dans ce texte. Le premier mouvement qui irait de la ligne 1 à la ligne 5 pour montrer la relativité de la notion de barbarie. Ensuite, de la ligne 6 à la ligne 23, la définition du mot sauvage. Et enfin, tout petit, ligne 23 à 25, une conclusion qui permet un retournement des opinions. Alors, comme problématique, ou projet de lecture, on pourrait se demander comment Montaigne parvient à réfuter la thèse selon laquelle les Indiens seraient des barbares au sens d'hommes cruels. Donc là, on avait fait un point sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être barbare, qu'est-ce que c'est qu'être sauvage. Alors, pour ensuite la lecture linéaire, rassurez-vous, il y aura... Voilà, vous ne prenez pas en note, juste vous essayez d'avoir le texte sous les yeux et vous essayez de comprendre. D'accord ? Après, vous aurez tout écrit. Le premier mot, or, montre, c'est un connecteur logique, il montre une opposition entre ce que pense Montaigne et ce que pensent les autres. Pourquoi ? Parce que le pronom qui suit, je, montre voilà, une subjectivité. Hein, c'est juste une première personne qui s'exprime. Et en plus, on a le verbe je trouve, autrement dit un verbe d'opinion. C'est ce qu'on appelle les modalisateurs. Hein, tout ce qui permet, tous ces mots, que ce soit des verbes, des adverbes, etc., qui permettent de montrer que quelqu'un va exprimer une opinion sur un sujet. Donc ici, très clairement, hein, on a quelque chose de subjectif. Montaigne va exprimer son opinion et on voit qu'elle est opposée à celle des autres. Pour revenir à mon propos, montre une caractéristique de l'écriture de Montaigne qu'on avait vue, c'est la digression. Effectivement, il n'était plus du tout là-dedans et il revient à cette question de la barbarie, soi-disant, des hommes, des Indiens. Donc pensez peut-être, ça fera bien, pensez à rappeler que l'écriture de Montaigne se fait, entre guillemets, à saut et à gambade. Donc je trouve, et on continue avec une subordonnée complétive, je sais, vous adorez, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en ce peuple. Donc on a d'abord un présentatif, il n'y a, ensuite un intensif avec rien, une phrase négative. On voit que Montaigne, une fois encore, s'oppose à l'opinion commune. Il réunit dans un même propos barbare et sauvage, donc pour montrer que les deux iraient ensemble au final. Le « à ce qu'on m'en a rapporté », à ce qu'on m'en a rapporté, ça fait penser à le « on », le pronom indéfini « on ». On se demande de qui il s'agit. Essayez de vous souvenir que précédemment dans l'essai, Montaigne avait évoqué le fait qu'il avait eu pour interprète quelqu'un qui avait vécu pendant des années, pendant 3 ans je crois, aux Indes et qui lui servait d'interprète. Donc il est peut-être possible de penser que ce « on », c'est effectivement celui qu'il appelle ce truchement, c'est-à-dire cet interprète. Ensuite, on a une phrase extrêmement célèbre. « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas conforme à ses usages ». Ça forme comme une tournure générale avec un présent de vérité générale. Ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle un aphorisme, c'est-à-dire une petite phrase courte qui est particulièrement percutante. Donc, finalement, la barbarie ne serait qu'une notion relative, puisqu'on a chacun et ses usages. Ensuite, à vrai dire, il appuie son propos à cette ligne 3. Souvenez-vous, là, ce serait pas mal de faire référence au texte Au lecteur qu'on avait vu en classe, où Montaigne posait un pacte autobiographique en disant qu'il allait être lui-même, se présenter tel qu'il était dans ses propres opinions et qu'il allait se montrer vrai, sincère, honnête. Donc ce « à vrai dire » qu'on va retrouver un peu plus loin d'ailleurs souligne cette intention de vraiment être dans la vérité, du moins dans sa vérité. On retrouve également dans cette ligne 3, il semble que, donc on est à nouveau, ça ressemble à je trouve, on est à nouveau dans l'expression d'une opinion personnelle. Nous,
Alors à chaque fois qu'on a ce nous, ça désigne les Espagnols, mais les Occidentaux, les Européens d'une manière générale. Donc ces Occidentaux n'auraient pour autre critère de vérité et de raison que l'exemple et l'idée des opinions et usages du pays où nous sommes. Alors on voit nettement qu'il y a d'un côté la vérité et la raison, qui normalement sont des notions absolues, et de l'autre côté on a les opinions et les usages. Les deux s'opposent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des opinions et des usages que forcément c'est la vérité et la raison. D'accord ? La vérité et la raison sont objectives, alors que les opinions et les usages sont des choses subjectives, soumises à des changements en fonction du lieu ou de la société à laquelle vous appartenez. Ensuite, vous pouvez remarquer que la phrase suivante procède sous forme d'énumération et on pourrait dire même d'anaphore, puisqu'on a la répétition de l'adjectif parfait, parfaite, des lignes 4 à 6. Donc là est toujours la parfaite religion, le parfait gouvernement, la façon parfaite et accomplie de se comporter en toute chose. Donc là on voit que cela c'est évidemment dans notre pays. Toujours l'adverbe renforce cette opinion, c'est presque de l'hyperbole, et le fait de répéter sans arrêt la parfaite religion, le parfait gouvernement, la façon parfaite et accomplie de se comporter toute chose, cette répétition peut mettre la puce à l'oreille et nous montrer que finalement Montaigne est assez ironique lorsqu'il dit ça. C'est pas ce qu'il pense. Il ne pense pas que nous, Européens, nous soyons, entre guillemets, parfaits. Il s'intéresse d'ailleurs à 3 aspects de la société qui sont importants, la religion, évidemment, le gouvernement et les mœurs, c'est-à-dire la manière de se comporter. D'accord ? Donc 3 éléments qui sont des critères importants pour juger effectivement d'un bon gouvernement, d'une bonne religion ou au contraire d'une mauvaise. Ensuite, donc on aborde le deuxième mouvement à partir de la ligne 6, où Montaigne va essayer finalement de redéfinir la notion du mot sauvage pour l'éloigner de la notion de ce qui est barbare. Il commence par accepter, c'est une concession, ils sont sauvages. C'est un fait, voilà, ils sont sauvages, c'est ce qu'on appelle une concession, mais il va remettre en cause la définition du mot sauvage. C'est-à-dire qu'il va assimiler, avec une comparaison introduite par de même que, il va assimiler les Indiens à des fruits et montrer que ce qui est sauvage, c'est finalement non pas ce qui est barbare, ce qui est cruel, mais ce qui a été produit par la nature. D'accord ? Donc ils sont sauvages de même que nous appelons sauvages les fruits que nature d'elle-même et de son propre mouvement a produits. D'accord ? Donc ce sont finalement, les Indiens seraient des fruits naturels par opposition à non civilisés, culturels, qu'on pourrait presque opposer finalement aux Occidentaux qui seraient dénaturés. Les Indiens seraient naturels, les Occidentaux dénaturés. Ils se seraient éloignés de la nature. Tandis que montre une opposition, puisque effectivement on a bien vu que Montaigne s'opposait à la doxa, c'est-à-dire à l'opinion commune. À la vérité, je vous renvoie à ce qu'on a dit pour la ligne 3, à vrai dire. Là encore, c'est une volonté de Montaigne de bien montrer qu'il est dans une opinion personnelle qui essaie de réfléchir de la manière la plus objective possible. Non,